Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Selon votre point géographique, c'est monsieur Boubacar Tenguela sur votre émission Le Paradoxe Africain Show. Je salue tout le monde. J'espère que vous avez eu un bon week-end et vous avez eu un bon Coupe du Monde. Aujourd'hui, me voilà encore, comme d'habitude, vous parler sur des sujets qui me sont chers, que j'espère que vous aussi vont vous marquer. Les deux sujets ou bien les deux topics, c'est concernant le World Cup ou bien Coupe du Monde qui vient de se passer entre les trois pays, le Canada, mon pays, les États-Unis d'Amérique et le Mexique. Heureusement, nous avons tous constaté la réussite de cette Coupe du Monde. Chapeau au président de la FIFA, chapeau aussi aux trois présidents co-organisateurs, notamment chapeau spécial pour mon président, pour notre cher président Donald J. Trump. Et aujourd'hui, je vais vous parler concernant les équipes, notamment de l'Afrique. Pour beaucoup de personnes, ils se demandent ou bien ils se posent la question, depuis la création de la Coupe du Monde, pourquoi un pays africain n'arrive pas à dépasser le quart de finale ou bien demi-finale? Pourquoi pas arriver en finale? Pourquoi pas remporter le coupe? C'est-à-dire simple d'expliquer ce sujet, à mon humble avis. Et si on se disait que le coupe ou bien les équipes envoyées pour compétir pour l'Afrique ne s'échappent pas aux réalités socio-politiques du continent, notamment les affaires, notamment les sélections tribales, notamment les sélections ethniques. Pour moi, pour mon humble avis, les pays africains, pourquoi il est très difficile pour les pays africains de s'en sortir dans le football, c'est parce que les équipes, généralement, à exception de quelques pays comme le Sénégal, je peux affirmer haut et fort, les pays africains sont confrontés des politiques parfois tribales, ethniques et claniques. Donc, si par exemple le sélectionneur a été donné une politique ethnique et tribale comme consigne de sélection, il est très difficile pour le sélectionneur, je parle en connaissance de cause, je connais un pays, notamment la République de Pirogland, tout se fait, ou bien tout se déroule dans le cadre ethnique et tribal. Donc, on peut affirmer sans ambiguïté que les sélections africaines n'échappent pas aux problèmes socio-politiques et économiques du continent. Donc, les pays ou bien les équipes qui se qualifient lors des sélections pour la Coupe du Monde, ils sont confrontés notamment commencer d'abord par le composant du FIFA ou bien c'est-à-dire de sélection dans le pays, commencer d'abord par le bureau sportif, commencer par le ministère. Tout ça, on peut dire que les sélections se basent généralement sur le point ethnique et tribal. Donc, au lieu de privilégier la compétence, l'équipe d'abord est composée par des relations ethniques et tribales. Donc, vu cela, il est très difficile dans ces arts de sélection ou bien dans ces compositions notamment sportives d'avoir un idéal, d'avoir, c'est-à-dire comme but, comme goal, comme objectif, le triomphe final comme, le coupe. Parce que si la sélection ou bien les sélectionneurs a c'est-à-dire une espèce de pression ethnique et tribale dans sa composition, notamment commencer par le staff qui l'entoure, en plus par la sélection des joueurs, il sera très difficile pour ces sélectionneurs-là d'avoir un but ultime comme la coupe.
Donc, on peut dire l'échec des pays africains lors ou bien durant les compétitions internationales comme Coupe du Monde reflète la politique ou bien les politiques engagées dans nos pays. Donc, pour éradiquer cela, les pays, les équipes sportives, notamment le ministère des Sports, doit forcément privilégier la compétence à profit ou bien au lieu l'ethnie ou bien la tribu. Ça, c'est mon point de vue personnel. Maintenant, le deuxième point de cette vidéo, qui ne va pas être long, c'est concernant la CEDEAO. La CEDEAO vient récemment de sélectionner ou bien d'attribuer la présidence au président de la République du Sénégal, du nom de Diomaye Faye, son excellence, que je salue de passage, qui personnellement, je n'ai pas de problème sur le choix de la personne, mais j'aurais souhaité que la présidence ou bien le secrétariat général CEDEAO soit confié à un homme indépendant qui n'a pas du tout des occupations ou bien des préoccupations dans son pays ou bien dans n'importe quelle entité politique de la CEDEAO. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Confier la présidence ou bien le secrétariat général de la CEDEAO à un président en exercice qui non seulement fait face à des crises politiques et sociales dans son propre pays, je pense que c'est une erreur de calcul. Donc, cela prouve à suffisance que la CEDEAO n'est pas du tout une entité sérieuse, à mon humble avis, concernant les questions de la sous-région politique, voire géopolitique de la sous-région. Donc, en aucun cas, on peut confier une institution comme la CEDEAO à un président en exercice qui est submergé par le problème politique, voire social, dans son propre pays. Et maintenant, venir dehors ou bien derrière, dire qu'on attend des résultats concrets concernant, c'est-à-dire les éventualités qui frappent la sous-région, notamment le problème avec l'AES, le problème de terrorisme, le problème de l'immigration, le problème de l'inflation de la monnaie, le problème de dissidents internes, inter-États. Donc, confier, c'est-à-dire remettre ces questions-là de côté et choisir un président en exercice qui est submergé encore, je le répète, dans son propre pays, pour moi, n'est pas du tout un choix, c'est-à-dire mûr ou voire réfléchi. Mais, voyons, la CEDEAO, qui contrôle dans l'ombre la CEDEAO? On sait qui contrôle la CEDEAO. C'est là le choix ou bien le choix porté par le président de la République du Sénégal prouve en suffisance que la CEDEAO est un organe peut-être d'arrangement entre chefs d'État. Chaque chef d'État qui arrive ici, c'est-à-dire il est confronté à des crises politiques, voire sociales dans son propre pays, entre copains, on s'arrange, on lui confie pour lui booster sur les sondages, faisant croire aux gens, c'est-à-dire qu'il est indispensable dans la sous-région pour lui épauler, pour rehausser sa popularité dans son propre pays. Donc, la CEDEAO doit changer. La CEDEAO doit refléter, c'est-à-dire leur choix concernant le choix du président ou bien du secrétaire général de la CEDEAO doit refléter forcément d'abord les réalités qui font face à la sous-région ouest-africaine. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, le secrétaire doit être forcément indépendant de toute préoccupation ou bien de tout poste dans son pays d'origine. Donc, si la CEDEAO veut nous montrer ou bien nous donner quelque chose comme un agenda, c'est-à-dire considérable, bureau exécutif, notamment le secrétariat ou bien le président de la CEDEAO doit forcément être indépendant de toute préoccupation
qui n'est pas du tout concerné ou bien lié à la CEDEAO. Donc, il ne doit pas être un président en exercice. Aurait été moi, j'allais pointer ça. D'abord, il doit être indépendant de toute responsabilité vis-à-vis, de n'importe quelle institution donnée de sa vie. Donc, il doit être non seulement indépendant, mais aussi il doit d'abord incarner des critères de choix pour qu'on puisse lui donner la direction de la CEDEAO. Une organisation qui est confrontée, qui est presque appelée à être dissous, ou bien qui est appelée à disparaître du jour au lendemain, vit l'immensité c'est-à-dire des conflits, ou bien vit l'immensité des défis à relever dans la sous-région. Donc pour moi, la sélection ou bien le choix d'un président en exercice n'est pas du tout une bonne décision. Ça, c'est mon point de vue. Le troisième point, c'est l'écho, le lancement, selon ses pairs, ou bien nos dirigeants ouest-africains, ils se projettent, ou bien à l'horizon, il y a une espèce de perspective de lancement d'une nouvelle monnaie commune appelée ECO en 2027. Les questions qui émergent, ou bien les questions fondamentales que bon nombre de citoyens se posent, d'abord, l'ECO, où se trouvera, ou bien qui va gérer la finance, ou bien la banque centrale de l'ECO. Dans quel pays? Quel sera le rapport entre l'ECO et les autres monnaies mondiales? Le dollar, l'euro. Est-ce que l'ECO va être arrimé comme le franc CFA avec l'euro? Ou bien est-ce que avec l'ECO, la donne va changer? C'est des questions qu'il faut répondre. Aussi, est-ce que l'ECO va seulement être la peinture du franc CFA, que maintenant il faut changer de nom, inclure certains nouveaux pays? La question reste à être débattue. Donc, il ne faudrait pas qu'on nous masque ici les réalités comme a été les années 60, l'avènement du franc CFA jusqu'à aujourd'hui. On sait qui contrôle le franc CFA. On sait que le franc CFA est un instrument géopolitique ou bien un instrument de domination. Donc, il ne faudrait pas que les chefs d'État répètent les mêmes erreurs que nos prédécesseurs ou bien que nos anciens présidents. Avant, on peut le comprendre. Il n'avait pas beaucoup de choix. De fait que manque, par exemple, de volonté commune. Mais cette fois-ci, nous sommes au XXIe siècle. Donc, les partenaires sont nombreux. Donc, c'est-à-dire changer le franc CFA, le nom de franc CFA, et refaire ECO et être dirigé et contrôlé par l'ancien propriétaire du franc CFA, ça sera une erreur grave, l'erreur la plus fatale du siècle. Donc, faut qu'on ait, c'est-à-dire d'abord, c'est quoi il s'agit, qui doit contrôler quoi, et qui sera le propriétaire ou bien le patron de cet argent. Donc aujourd'hui, je me limite là. C'était dans votre émission Le Paradoxe Africain Show avec l'animateur Boubacar Tengela. Bonne soirée à vous. Chaque jour est une vie. Travaillons à la beauté des choses. À la prochaine fois. Bye. Ciao.